Chers collègues, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence et de votre participation à ce conseil municipal. Je propose qu'on commence immédiatement par l'appel. Je vais demander donc à notre collègue premier adjoint, Monsieur Christian Landry, de bien vouloir donc effectuer cet appel. Alors, conseil municipal du 7 avril, présidé par M. Patrick Le Breton. Présent. Christian Landry. Présent. Madame Inelda Bossillon. M. Harry Musa. Selvienne. Madame Jocelyne Tifoulier, donné procuration à M. Axel Vienne. Monsieur Henri-Claude Yébou, Madame Blanche Le Breton, Monsieur Jean-Daniel Lebon, Madame André Le Joyeux, Monsieur Claude Morel, Madame Gilbert, Monsieur Guy Lebon, Madame Raymond Vienne, Monsieur Gérard Herbidi, Monsieur Jacques Coum, absent. Madame Blanche-Reine Javel, Monsieur Marie Grondin, Madame Poirot, Madame Marie-Jo Lebon, Monsieur Jean-Denis Naz, Madame Marie-Josée Huette, Monsieur Henri-Claude Huette, Madame Lucette Courtois, Madame Corinne Dève, Monsieur Jafar Mohamed a donné procuration à la maire. Madame Julie Boyer. Monsieur Yanis Payette a donné procuration à Monsieur Jean-Denis Naz. Madame Marilyn Georget. Monsieur Sylvain Waraud a donné procuration à Madame Marie-André Le Joyeux. Monsieur Alain Guézelot. Monsieur Olivier Fontaine. Il est absent alors. D'accord. Je laisse semblant. Madame Brigitte Francom a donné procuration à Monsieur François Rivière. Madame Marie-Pierre Asti, absente. Donc Monsieur François Rivière. Madame Brigitte a donné procuration à Monsieur Alain Guézelot. Madame Rosemée Guézelot, absente. Et Monsieur Harry Mallet est également absent. Atteint, nous pouvons délivrer nos documents. Merci, Christian, pour cet appel. Nous aurons donc élu notre secrétaire de séance. Le formalisme doit aller jusqu'au bout. Qui tombe, Madame Marie-Jo Lebon. C'est bon? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Élu à l'unanimité des membres présents. Donc, Madame Marie-Jo Lebon est secrétaire de séance de la présente. Bien. Avant de commencer donc cette séance qui porte que 16 affaires à l'ordre du jour, sans compter l'approbation du procès-verbal de la précédente séance, je vais vous demander, comme il est maintenant de coutume à chaque début de séance, donc d'observer une minute de silence en hommage à tous les Saint-Joséphois et Saint-Joséphoises qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée, et en particulier à un ancien adjoint élu de Saint-Joseph. Je veux parler de M. Joseph Léopold Lebon, qui est décédé le 28 février 2017 à l'âge de 77 ans.
Monsieur Lebon était connu dans son quartier comme un homme de grand cœur, avait consacré toute sa carrière à l'enseignement en tant que professeur de technologie. Il a aussi participé à la vie de la commune en tant que conseiller municipal de 83 à 2001. Un article donc du bulletin municipal lui rendra hommage. Je crois que tout le monde reconnaîtra en cette personne un grand humaniste, certainement le premier homme diplômé de Jean Petit, qu'il a souvent parcouru à pied, comme il nous racontait. Il a raconté un nombre de Saint-Joséphois. Et je crois que si je devais résumer à sa personne, j'allais dire, je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de monde qui pouvait le reconnaître comme un adversaire, tellement c'était une personne affable et qui était donc, j'allais dire, je l'ai dit tout à l'heure, donc de tous les combats humanistes. Et pour cela, vous reconnaîtrez avec moi la nécessité de rendre hommage à cette personne, et on va donc observer une minute de silence. Merci. Bien. Chers collègues, je vais vous demander si, sur l'avant-premier point, l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 23 février 2017, que je n'ai pas pu présider, si vous auriez donc une observation, une remarque quelconque à porter. Non ? Il faut qu'on l'approuve. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je vais vous proposer qu'on aborde donc les 5 premiers points inscrits à l'ordre du jour, et je vais demander à M. Pascal Bigot de nous rejoindre pour nous assister sur ce dossier et nous accompagner. Avec l'affaire numéro 1, où il s'agit donc d'approuver le projet et le plan de financement. Il en sera de même pour les deux autres dossiers, les 2 et 3, donc de la sécurisation du pont des Hirondelles à Langevin. Donc c'est le dernier pont Bellay avant la passerelle, d'accord, donc entre l'usine hydroélectrique et donc le premier quartier de la passerelle. Et nous allons donc là-dessus donner la parole à Monsieur Pascal Bigot, le directeur des services techniques de la mairie. Pascal. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc l'affaire numéro 1, 2 et 3 concerne donc l'approbation de plans de financement donc pour différentes opérations. Donc l'affaire numéro 1 concerne donc le pont des Hirondelles. La commune sollicite donc le fonds de soutien à l'investissement pour rénover donc cette infrastructure qui est aujourd'hui usagée. Donc vous avez donc au niveau de la délibération donc les caractéristiques techniques de l'ouvrage qui sera mise en place. Donc il s'agit d'un pont qui fera environ 20 mètres de long, qui permettra le croisement donc de 2 véhicules. Actuellement, un seul véhicule peut passer à la fois. Donc il s'agira aussi de reprendre tout ce qui est culé, etc. Donc les raccordements au réseau routier. On a également une conduite d'eau potable donc à remettre en place donc sur cette opération. Donc il s'agit d'approuver le plan de financement et de solliciter donc le fonds de soutien d'investissement aux communes.
L'opération est estimée à 655 500 € hors taxes. Et la commune donc sollicite le fonds de soutien à hauteur de 524 400 €, ce qui correspond à 80% donc du montant de l'opération. Y a-t-il des questions? Non. Sur le plan technique, même si on n'est pas à ce stade, quand les travaux se feront, on prévoit de faire comment? Alors, de faire le pont à côté ou... On prévoit de faire le pont en contrebas et de garder le pont actuel en fonctionnement. Donc on fait de nouvelles culées. On fait de nouvelles culées. Et ce serait un pont bélé. Ce serait un pont bélé, ouais. Et le pont actuel serait démonté une fois que le nouveau pont sera installé. Bon, on a inscrit en demande de financement auprès de l'État, donc au titre de la dotation de soutien à l'investissement des communes. Et en fonction des résultats, nous accointerons le moment venu pour adapter donc les participations des uns et des autres, hein, ou éventuellement s'il faut modifier donc le plan de financement. Ok. Mais pour faire les demandes et pour faire avancer le dossier, il faut bien sûr qu'on ait un plan de financement qui va bien. Bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, mes collègues. Affaire numéro 2. Construction d'une salle de réception à la Croisée. J'avais fait rectifier puisque j'avais vu l'autre jour qu'on avait mis au Butor, donc c'est bien au lieu dit la Croisée. Et il s'agit là aussi de l'approbation du plan de financement et du projet. En fait, il s'agit donc de raser l'ancienne partie du dancing Le Moulin Rouge, dont vous savez que c'est une propriété communale, pour en faire une salle de réception, hein, et bien sûr avec une partie de piste de danse, etc., orientée principalement pour nos personnes âgées. On avait initialement prévu une implantation dans la ZAC des Grègues, et on a préféré, donc pour des raisons d'optimisation sur le plan temporel, pour aller plus vite, donc, de partir sur cette voie-là. Et je laisse donc à Pascal le soin d'être un petit peu plus précis sur le plan technique, notamment. Voilà donc le cadre. Et juste vous préciser qu'on rasera pas, bien sûr, la première salle, le premier bâtiment, puisque la case qui appartenait anciennement à la famille Christian Duchman, donc, est déjà occupée actuellement par donc des associations, dont je crois l'association des anciens combattants. Hein, puisqu'il y a une salle qui doit porter le nom de M. Louis Ranguin à l'intérieur. Hein. Voilà, Pascal Bigot. Oui, donc les services techniques, notamment donc l'architecte communal et un certain nombre donc chargés d'opération, ont travaillé sur une étude de faisabilité donc pour construire une salle de réception pour les personnes âgées. Donc les principales caractéristiques sont définies au sein de la délibération. Donc on aura une surface au sol d'environ 450 mètres carrés. La salle permettra de recevoir entre 350 et 400 personnes assises. Donc elle sera équipée d'un podium, d'une piste de danse, de toilettes. Ça sera une salle bien évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite, insonorisée avec tout le confort nécessaire donc, pour ce type de projet. Donc là également, la même chose que pour la première affaire, il s'agit donc de solliciter donc, le fonds de soutien pour la réalisation de cette opération, qui est évalué à 920 000 € hors taxes. Et donc la commune sollicite une subvention donc de 736 000 €, ce qui correspond à 80% donc du montant de l'opération. Des questions? Oui, monsieur Guézot. Bonsoir. Peut-être une petite précision pour les élus que nous sommes sur le coût d'acquisition par la commune de ce terrain à l'époque. On reviendra vers vous, hein, parce que actuellement, oui, hein, mais parce qu'il faut aller chercher dans les archives, je pense. Hein, donc, voilà. Mais, pardon? Je ne sais pas. Ça a été fait sous notre premier mandat, ça, non? Hein? On va se renseigner. Monsieur Mohamed Jaffar est arrivé, donc j'ai signé une procuration de trop. Oui, mais on retrouvera, hein? C'est bon, monsieur Guézot? Puisqu'il y a une autre question de monsieur Rivière. Oui. Monsieur le maire et chers collègues, bonsoir. Bonsoir. Au niveau du
de la circulation, je dirais, par rapport à cette salle, puisqu'on voit, bon, il y a effectivement des voies de circulation dont le métrage paraît important, mais est-ce qu'il est prévu justement un arrêt de bus, on va dire comme ça, juste en face, pour éviter la traversée, puisque c'est quand même un axe passant. Donc est-ce que c'est prévu dans l'aménagement? Oui, Monsieur Rivière, ça ne nous a pas échappé, mais il y a même, je vais répondre plus largement, il est prévu de faire un H routier entre la ruelle, non, en dessous de Bertin, qui permet la jonction rue Roland-Garros, Eugène Daillot, merci. Un H routier entre la ruelle Eugène Daillot et la rue donc Maréchal Leclerc, hein, sur la portion comprise. Et donc il y a un emplacement pour un arrêt bus en effet qui est prévu pour 2 bus, je crois, qui sera pris sur la partie intérieure de la cour pour ne pas donc gêner la circulation. Et donc pour la population, ça permettra aussi la jonction. Après, je veux pas répondre à une question, enfin je veux répondre à une question qui n'a pas été posée. Si on a tenu à bien calibrer et préciser les choses pour dire que c'est une salle prioritaire pour les personnes âgées, c'est parce qu'en général, donc, les activités des clubs de personnes âgées, c'est en journée. Et on n'a pas facilité la fermeture ou la cession de l'activité Moulin Rouge à l'époque parce que ça posait énormément de problèmes aux gens des environs. Pour recréer une structure qui poserait véritablement pour les riverains des problèmes de ce type. Après, il y a à voir pour savoir si, quand il y a un baptême pour les gens qui habitent le coin, etc., s'il n'y aurait pas une possibilité de contractualiser. Ce sera donc éventuellement donc posé, puisqu'il n'est peut-être pas dans l'Assemblée, mais M. Constant Tourné m'avait posé la question une fois en réunion de quartier. Hein. Il est là. Excuse-moi, Constant, je ne le vois pas. Donc, je lui avais répondu qu'on étudierait. Donc, on verra à cet effet. Mais sur le plan routier, il y a cela. Et je voulais même dire à M. Rivière et même à M. Guesdelot qu'il faudra peut-être qu'on regarde à l'avenir sur la circulation concernant la rue du Maréchal Leclerc, puisque là aussi, lors de 2 réunions de quartier, on a été donc interpellé par les riverains pour voir si on ne devra pas faire, en tout cas sur la partie haute touchant la contournante, une voie à sens unique, parce qu'il y a une sortie très difficile qui peut être accidentogène, parce que les gens qui viennent de l'ouest sur la contournante à ce niveau-là ne s'aperçoivent pas qu'il y a un cédé le passage pour eux aussi. Donc c'est peut-être cette partie haute-là plus tard qu'il faudrait voir, et à ce moment-là donner un véritable statut à la rue Bertin. Bon, on a interpellé le Conseil général à la demande de la famille Vitry, qui a connu 2 décès, dont un sur un accident routier il n'y a pas longtemps, pour pouvoir demander sur la portion rue Marie-Lucière-Lebon entre les 2 ponts, d'accord, celle qui passe devant l'ancien collège Chandragon et la boutique Mimi, pour avoir donc la possibilité d'implanter sur cet axe départemental, puisque les gens se sont posé la question. Pourquoi sur les routes communales, nana, et sur cette route-là, n'a point? Tout simplement parce que n'est pas de notre ressort. Donc l'implantation de 2 à 3 gendarmes couchés pour permettre donc de ralentir la circulation, puisque me signale seulement que, de mémoire, c'est ce que j'ai mis dans mon courrier à la présidente du Conseil général, il y a eu 2 décès par accident sur cette portion-là, M. Silvio Payette et Mme donc Jovitry l'année dernière. M. Silvio Payette, ça doit remonter à plus de 10 ans, mais voilà. Donc, voilà pour donner les éléments d'explication. Je suis allé un peu plus loin que concernant cette salle, mais on a en effet intégré ces éléments-là. Bon. Pour les personnes âgées, il faut savoir que, en général, ça y vient plutôt en bus et on n'a pas un gros trafic de voitures, etc. Donc, sur ce plan, les choses ont été prévues donc au calibre prévu. Pascal, c'est bon? Voilà. Bon, un choix a été fait, hein, puisqu'on ne dit pas que dans la zone un de ces jours on n'implantera pas, mais on a entendu dire qu'il y avait peut-être des projets privés
Donc s'il y a des projets privés aussi qui s'implantent demain, notre but n'est pas non plus, nous, de nous y substituer. Je pense qu'il y a un besoin et surtout le fait aujourd'hui d'être orienté vers Vincent d'Eau n'est pas ce qui est plus central selon les différents présidents et présidentes des 14 clubs, de 13, y compris la troupe folklorique. Voilà. C'est bon, mis mes voix. S'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 3, rénovation thermique des toitures et réhabilitation électrique dans différentes écoles. Approbation du projet et du plan de financement. Donc, oui, comme vous le savez, la commune intervient régulièrement dans les écoles, si ce n'est quotidiennement, pour maintenir en état de fonctionnement donc les écoles communales. Néanmoins, certains travaux importants donc ne peuvent être réalisés par la collectivité. Donc c'est pourquoi la commune sollicite le fonds de soutien à l'investissement pour remettre en état donc la toiture de certaines écoles. Un recensement a été fait. Donc nous avons environ une dizaine d'écoles qui sont concernées par cette opération et 2 autres écoles qui nécessitent également donc la remise en état des installations électriques. Donc il s'agit au travers donc de cette délibération donc d'approuver le plan de financement donc qui est évalué à 1 380 000 €. Donc, pour lequel la commune sollicite un financement à hauteur de 80%, soit 1 104 000 € pour la remise en état donc des toitures et des installations électriques donc d'environ 10 écoles communales réparties sur l'ensemble du territoire. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante, c'est toujours Pascal, numéro 4. Sensibilisation de la population à la prévention du risque inondation en utilisant différents vecteurs de communication. En fait, il s'agit d'une convention à établir entre la Croix-Rouge française et la commune de Saint-Joseph. Ça porte sur le PPR. Voilà. C'est bon? Pascal. Oui, donc il s'agit d'approuver une convention avec la Croix-Rouge afin donc de mener des actions de sensibilisation et de communication donc en direction de personnes donc situées sur la commune qui sont donc vulnérables au risque d'inondation. Donc 4 actions sont prévues dans le cadre de cette convention. Donc une action qui concerne donc l'inauguration des repères de crues. La deuxième action, les événements de sensibilisation au grand public, donc organisation d'une opération Sauve ou de case, sauve ou de vie. Donc il s'agit donc des actions de sensibilisation menées par la Croix-Rouge. Le déploiement de diagnostics de vulnérabilité donc des commerces, notamment au niveau du centre-ville. Et donc la convention prévoit également donc le pilotage et le monitoring du projet donc par la Croix-Rouge. Donc le montant total de l'opération s'élève à 20 811 €. La commune est sollicitée à hauteur de 16 649 € dans le cadre de cette opération et demandera donc le remboursement donc de ces 16 000 € au service de l'État. Question? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante. Donc, convention financière entre le département et la commune pour le financement d'infrastructures sportives connexes au collège Joseph Hubert. Pascal, toujours. Oui, donc le département a sollicité la commune pour la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage sur la réfection de 2 plateaux sportifs au niveau du collège Joseph Hubert. Donc il s'agit donc de valider la convention de financement pour la réalisation de ces travaux. Alors, on a prévu la création donc d'un accès, des travaux de surfaçage donc des terrains donc en béton bitumineux. Il s'agit d'un enrobé spécial pour les sols sportifs et la réalisation donc de travaux de traçage. Au niveau de la délibération, une erreur matérielle donc s'est glissée. Il s'agit donc il y a un erratum au niveau donc de vos dossiers. Donc il s'agit de rajouter la parcelle CD 653 donc au sein donc de cette délibération. Donc l'ensemble du montant des travaux est pris en charge par le Conseil général, donc le département. Il s'agit donc de valider cette convention financière entre la mairie et le département et d'autoriser donc la mairie à solliciter le remboursement donc des travaux. Y a-t-il des questions? Non? Bon. Oui.
Au niveau des infrastructures, je dirais, sportives, puisque souvent les panneaux de basket qui sont installés sont soumis à des normes qui ont changé récemment. Et malheureusement, le démontage de ce genre de structure amène souvent quelques mauvaises surprises. Donc, est-ce que, j'irai dans les travaux, donc, est-ce que ça a été déjà prévu par le conseil départemental, peut-être sur le budget du collège concerné? Alors, les infrastructures sportives, et notamment les équipements sur le collège Joseph Hubert, sont régulièrement contrôlés par le service des sports, donc de la mairie, qui engage donc une société pour effectuer les contrôles. Donc les panneaux ont été démontés, ils vont être remontés, et s'il y a des contrôles à faire, ils seront engagés. En tout cas, les contrôles sont faits de manière régulière sur ce type d'infrastructure. Bien, mais nous aimerions qu'un véritable T0 soit enfin fait, parce qu'on a vu un peu, sans jeu de mots, un renvoi de balle qui se faisait par presse interposée il y a quelque temps, et visiblement, dans ce cas précis, je le dis, parce que je l'ai fait valoir donc à la présidente du conseil départemental, directement et par le biais donc de nos conseillers départementaux présents, Imelda Bossillon et Henri Mussard, sur cette question. L'éducation des marmailles qui vont au collège, si nous connaissons bien notre instruction civique, c'est de la responsabilité du conseil départemental, il y a conseil général. Donc je ne verrai pas en quoi ça doit être les communes qui doivent ou qui devraient payer donc la réparation ou l'installation d'infrastructures. D'accord ? Il semblerait que tout le monde n'était pas au même niveau dans les échanges qu'on a eus, et il a fallu être particulièrement ardu et comment dire et tenir sur cette position à l'époque, puisqu'on avait à gérer dans le même temps aussi donc la réalisation de la rue du commandant Mahé. Donc on ne va pas s'éterniser sur ce qui a pu se régler, mais ce n'était pas écrit d'avance, et donc nous avons eu à regretter en tout cas que ça traînait en longueur et qu'à chaque fois la faute était repoussée sur la commune. La commune ne s'est pas cachée, elle a simplement dit que l'on ne prendrait pas à notre charge ce qui revient à la collectivité départementale. Donc aujourd'hui, on est sur la voie de régler les choses. Je profite de l'occasion pour dire qu'il serait temps de faire donc comment dire un relevé précis, un relevé précis du foncier, tant à l'ouest, au nord, au sud qu'à l'est. Puisque, je répète, quand on aura livré la totalité des bâtiments et sur le site de Badera, totalité de l'opération avec la SHLMR, c'est 188 logements, c'est un quartier de près de 600 habitants nouveaux qui seront là, entre la Contour-Nantes et donc le collège Joseph Hubert. Il y a par la rue Jean Albany donc une nouvelle rue qu'il faudra, et je dis rue, pas ruelle, parce qu'on a pris les emprises depuis une dizaine d'années sur la partie basse de la rue Jean Albany, puisqu'on peut voir chez certaines personnes donc il y a un mur intérieur qui est plus large, et donc on a déjà mis ce dossier sur la table avec notamment le Conseil général. Mais là aujourd'hui il fallait aller vite, d'une part pour permettre donc l'encaissement, mais au-delà de ça, donc de pouvoir régler ces premiers problèmes. Mais après je pense qu'il faut régler définitivement donc le reste. Ce sera l'occasion de poser pour les 3 collèges que l'on a sur Saint-Joseph donc les vraies questions sur pas Sandragon, sur collège Achille Grondin. Donc les métrages sont aujourd'hui faits et ils n'ont pas de problème particulier, puisqu'il y aura peut-être la réalisation d'un terrain vert prochain, et ça c'est sur un terrain communal. Je veux dire que si la commune fait une réalisation sportive à côté, on ne va pas non plus regarder nos sous pour dire que ça ne pourra pas être mis à disposition du collège. Bien sûr qu'on le fera. Mais dans ce cas précis,
où l'utilisation à 90-95% est d'abord pour le collège, on ne pouvait pas, pour les 5%, aller faire des réalisations. Je profite de l'occasion pour dire qu'en plus, certaines réalisations ont été opérées par la collectivité régionale qui n'a pas oublié sa parole donnée mais aussi signée, puisque c'était la contrepartie pour le passage du DALO d'évacuation des eaux de la contournante et de Bas-de-Gentil après les pluies de 2009 sur la ravine de Gentil, qui arrive donc au top, au sommet de la rue Hippolyte Fouque au niveau du rond-point qui a été fait sur la jonction avec la rue du commandant Mahé. Donc la contrepartie a été que la région qui avait cassé pour faire ce DALO a refait donc les terrains, l'anneau, et notamment la partie engazonnée du milieu qui vient. Donc je pense que globalement, c'est une opération qui a réuni les collectivités. On a un peu regretté que là-dessus, les techniciens et administratifs du conseil départemental aient traîné les pieds. Parce que je ne confonds pas là-dessus la parole de la présidente qui avait essayé, à mon sens, de régler. Bon, ça se fait. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'il faudrait veiller à ce que la suite ne traîne pas les pieds non plus, puisque rue Jean Albany, notamment, le délaissé avec l'ancien terrain vert en contrebas qui doit rester propriété communale, puisqu'on aura un projet peut-être d'un petit internat plus tard, etc., à cet endroit, pourrait se faire globalement, et d'autant que sur le dégagement des places de parking, je crois que tout le monde a vu qu'on a réalisé un certain nombre et que c'est plutôt bienvenu. D'ailleurs, la population ne nous a pas manqué de faire valoir. On aura une réunion prochaine. Henri-Claude fait passer le message donc sur l'impasse des Filao, puisque j'avais dit à la population riveraine de ne pas tout mêler. Il était important de laisser se terminer donc l'opération rue du commandant Mahé, pour qu'on ne mélange pas les choses. Par contre, je vous dis aussi que j'avais entendu dire qu'il y avait un projet de RPA à implanter sur cette rue. Moi, j'y mettrai ma ferme opposition. Okay ? Si des gens ont des projets de réalisation de logements collectifs, social ou pas social sur Saint-Joseph, il serait bien qu'ils passent quand même par la mairie, voir l'urbanisme pour nous prévenir, parce qu'en termes de réseau, sur une impasse, où on ne va pas pouvoir élargir le chemin, mais il ne va pas où ça ne peut faire passe-pompier après s'il y en a un feu dedans ou il y en a une personne âgée que les atteints. Donc si certains veulent boursicoter ou spéculer, il faudrait peut-être aller voir dans d'autres communes, mais pas chez nous. Et en tout cas, ce serait bien que Zoti pose à nous la question, au moins chez nous, d'autant plus que c'est 81 logements pour personnes âgées que les prévus dans Badera. Donc, on n'y croit pas qu'il peut y avoir encore une autre opération de 60 à côté. Donc, je le dis parce qu'il y a beaucoup qui nous disent « non entendu dire, non entendu dire, non entendu dire ». Ben maintenant, nous nous dit que ce que nous dit, nous veut aussi qu'il est connu. C'est bon ? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Pascal Bigot. Monsieur DST. Nous allons maintenant demander à Monsieur Joël Waro, notre Monsieur DGS, donc, de nous faire la présentation de l'affaire numéro 6, qui porte donc sur la première décision modificative du budget principal. Joël. Oui, merci Monsieur le député maire. Bonsoir à toutes et tous. Alors cette première décision modificative, donc décision modificative numéro 1, vise à ajuster les prévisions d'exécution budgétaire pour le premier semestre 2017. Donc en section de fonctionnement, les recettes ont pu bénéficier d'un ajustement à la hausse sur la taxe sur les carburants à hauteur de 168 000 €. Il est proposé d'affecter ce montant au chapitre 67, donc charges exceptionnelles, qui nous permettra éventuellement de faire face à des dépenses imprévues, ainsi qu'aux charges sur le secteur de la passerelle, où on a une famille de plus aujourd'hui qui bénéficie d'un relogement. En ce qui concerne la section d'investissement, donc, il est proposé d'affecter les 343 000 € de FRDE qui nous a été notifié après l'adoption du BP 2017, donc en investissement, et de procéder aussi en parallèle à une opération d'échange de terrain, notamment liée à l'opération Badera. Donc la concrétisation arrive ici. Donc on a un montant en dépenses et en recettes qui se compense, et une augmentation de nos montants d'immobilisation, donc sur le chapitre 21 qui en est le résultat. Donc voilà ce qu'il y a au niveau du mouvement de DM, qui reste relativement limité, en sachant qu'il y aura des ajustements plus significatifs qui interviendront au niveau du BS une fois que le compte administratif soit approuvé. Est-il des questions ? Pas de questions ? Je mets
aux voix. Donc, on vote par section. Par section. Donc, tant en dépenses qu'en recettes. Donc, le total porté à 268 000 euros. Donc, qui est... C'est ça? Oui, c'est ça. En fonctionnement, oui. En fonctionnement, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En section d'investissement, donc, un montant après les précisions données par Monsieur DGS, tant en recettes qu'en dépenses, de 1 243 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Votez cette première des M, donc, à notre budget principal. Bien. L'affaire suivante, affaire numéro 7, porte sur une procédure de déclaration d'utilité publique qui convient de mettre en œuvre pour la protection des personnes sur le secteur de la passerelle, notamment sur le chemin Bancoul. Vous connaissez le dossier. Il s'agit d'approuver le dossier de déclaration d'utilité publique et le dossier d'enquête parcellaire et d'autoriser à solliciter Monsieur le préfet de la Réunion pour engager la procédure d'expropriation d'urgence, conformément à l'article du Code de l'expropriation prévu. C'est Monsieur Harry-Claude Morel, notre adjoint à l'urbanisme, donc qui va nous faire la présentation. Harry-Claude. Bien, merci Monsieur le député maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc dans le numéro 7, je vais vous redonner un petit peu rappeler les différentes étapes de cette affaire. L'objet de cette affaire numéro 7 est d'autoriser l'expropriation sur le secteur de la passerelle au niveau du chemin Bancoul. Il est utile de rappeler que, suite aux éboulis survenus en septembre et novembre 2014, les experts du BAGM ont considéré qu'il y avait une menace grave, imminente et présentant un risque immédiat pour un certain nombre d'habitations et de parcelles situées en pied de falaise. De ce fait, il a été décidé, en collaboration avec les services de l'État, de fermer l'école de la passerelle, d'évacuer définitivement les familles résidant sur les lieux et procéder à leur relogement provisoire le temps de la procédure, d'interdire l'accès aux terrains non bâtis situés au pied de falaise, d'expropriation pour l'acquisition des biens exposés afin de mobiliser le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le Fonds Barnier. Cette procédure d'expropriation permet de répondre ainsi à deux objectifs. Offrir la possibilité aux familles concernées de se réinstaller dans des conditions économiques satisfaisantes en dehors des zones à risque. Assurer la mise en sécurité des sites. Le périmètre visé par la déclaration d'utilité publique, présenté à l'écran, comprend 14 parcelles bâties privées et une construction édifiée sur la parcelle communale. Un local associatif sur parcelle bâtie privée, en l'occurrence l'EDF, 11 parcelles non bâties appartenant à des propriétaires privés. Et pour information, une école, un plateau sportif appartenant à la commune, hors acquisition. La commune a confié la mission d'assistance à la SPL Marina pour l'accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de cette procédure d'expropriation. La première phase a été réalisée en septembre 2016. Le dossier de demande de financement au titre du Fonds Barnier a été transmis aux services compétents de l'État pour analyse et instruction. En attendant la réponse du ministère à ce sujet, il a été décidé, en accord avec Monsieur le Préfet, de poursuivre la deuxième étape de la procédure, qui est de constituer le dossier d'enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique et le dossier d'enquête parcellaire. Il est maintenant nécessaire de délibérer afin d'approuver les dossiers de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter Monsieur le préfet pour engager la procédure d'expropriation d'urgence conformément à l'article R 232.1 du Code de l'expropriation et l'ouverture d'une enquête conjointe en vue de la déclaration d'utilité publique et de l'obtention de l'arrêté de cessibilité des parcelles concernées. Bien, après cette présentation, y a-t-il des questions? Monsieur Guézelot. Ah oui, la peine pèse. C'est bon? Peut-être rappeler notre position de départ, puisqu'on
On l'avait toujours dit sur cette affaire, notre intérêt, c'était aussi d'être à vos côtés, puisqu'il s'agit de préserver, bien entendu, les personnes. Moi, j'aurais deux questions, notamment sur les procédures en cours, puisque les domaines, apparemment, ont déjà fixé le prix de l'ensemble des parcelles et des personnes, des biens concernés. Donc, avoir des éléments de précision peut-être sur le calendrier. Et, bien entendu, nous allons voter cette délibération, puisque nous estimons qu'il faut effectivement sécuriser et, bien entendu, faire en sorte que les personnes soient indemnisées dans les meilleurs délais. Bien. Merci, M. Guézot. M. David Rivière, vous avez entendu les questions? Les éléments de calendrier, oui, j'ai bien entendu. La première question, c'était laquelle? Donc, qui avait été faite, ça s'est pas remis en cause. Ça a été fait, exactement. Donc aujourd'hui, on est sur un ordre global en termes d'acquisition de 2 millions d'euros, hein, donc grosso modo. Donc, mais on a une évaluation globale qui a été faite par les domaines. Oui, tout à fait. C'est difficile parce que les domaines viennent sur place en fonction de la maison et donc ils font une estimation. Donc ils n'ont pas une moyenne. Ils viennent, ils voient en fonction de l'importance de la maison et ils font une estimation. Mais on n'a pas de coût moyen. Je vais vous donner par contre le coût global, l'évaluation sommaire globale est de l'ordre de 2,73 millions euros. Voilà. L'estimation, d'après ce qui nous avait été dit, a été fait hors zonage rouge. Oui. Donc, ce qui fait que sur le plan du terrain, ils n'ont pas perdu. Ils ne prennent pas la notion de risque quand ils estiment pour une telle procédure d'expropriation. Comment? Oui, tout à fait. Ça, oui. Mais c'est la procédure. Hein. Exactement. Alors sur les éléments de calendrier, donc vous posiez la question. Tout à l'heure, M. Morel donc, a bien dit que le dossier de financement, c'était la première étape, a été transmise en préfecture, qui a elle-même transmis le dossier au ministère de l'Environnement et du Développement durable le 27 septembre dernier. En termes de timing pour l'instruction d'un tel dossier, il faut qu'on partir sur un délai moyen d'1 an. Hein, donc c'est ce que les services de l'État nous ont dit. Donc on espère avoir une réponse en sachant qu'il y a une navette interministérielle pour l'instruction de ce dossier entre les 3 ministères, hein, celui qui s'occupe de la prévention des risques majeurs, celui qui s'occupe de la sécurité civile, à savoir le ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Économie. Donc on attend une réponse sur le financement vers la fin de cette année. Et ce n'est qu'à partir du moment où on aura une réponse sur le financement que la procédure d'enquête conjointe pourra être engagée par le préfet. Donc en attendant, il nous a demandé bien entendu de travailler en temps masqué sur les dossiers d'enquête publique pour justement aboutir à la déclaration d'utilité publique, mais aussi le dossier d'enquête parcellaire. C'est la raison pour laquelle ce soir, il vous sera demandé d'approuver ces dossiers et en tout état de cause, de solliciter aussi, d'autoriser le maire, solliciter le préfet pour engager une procédure qui est une procédure d'urgence, hein, qui nous permettra de raccourcir quelque peu les délais de cette procédure d'expropriation. Vous avez dit que c'était une séance conseil municipal où on était plus sur des dossiers techniques. Nous y voilà. Hein. Donc, pas d'autres questions? Bien, je pense que tout le monde est sorti aujourd'hui de la période émotionnelle que la population a eue là-dessus. Maintenant, à la lumière de l'expérience vécue sur un dossier qui a pris beaucoup de temps de la famille Audit un peu plus bas par le passé, donc nous essayons chaque fois que nous avons la possibilité auprès des services de l'État donc de faire valoir qu'il est nécessaire donc d'essayer de mettre la pédale d'accélération, hein, même si on sait que c'est une procédure très encadrée hein, en la circonstance. Et ça avait été annoncé aux familles justement lors d'une réunion d'octobre de l'année dernière, donc que la procédure à la phase administrative n'aboutirait pas avant la mi-2018 hein, et pour aboutir donc enfin à l'indemnisation vers la fin 2018, début d'année 2019, si bien entendu on arrive à aboutir sur de l'amiable. Donc, et que le juge d'expropriation n'est pas saisi pour fixer le montant des indemnités. Ce serait bien. Hein. Moi, je trouve que c'était un calendrier résolument optimiste, mais il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas si les représentants de l'État veuillent l'être aussi. Hein. Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci mes collègues pour votre unanimité. Nous allons maintenant sur le dossier affaire numéro 8, réalisation des travaux de sécurisation de la route nationale 2 sur le site des rampes de Basse-Vallée. Oui, approbation de la déclaration de projet et de la mise en compatibilité du poste Valenplus. Ce qu'il aurait oublié, donc, doit savoir que c'est bien sur notre territoire communal, même si l'utilité est d'abord est plus importante pour nos amis et de Saint-Philippe. Mais c'est comme ça, et c'est un dossier intercommunal, j'allais dire, mais qu'il faut qu'on gère à notre niveau. Henri-Claude Huet, tu veux bien en faire une présentation succincte? Bonsoir, monsieur le député maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, l'affaire 8 concerne la réalisation des travaux de sécurisation de la route nationale 2 sur le site des rampes de Basse-Vallée. Monsieur le député maire vient de rappeler que c'est sur le territoire de notre commune. Ces travaux nécessitent la mise en compatibilité du poste Valenplus et pour laquelle la région Réunion a décidé de se prononcer par une déclaration de projet pour respecter le code de l'urbanisme et donc de se prononcer sur l'intérêt général du projet. Donc c'est une procédure qui consiste à supprimer le zonage actuel puisque c'est classé en EBC, espace boisé classé. Donc le zonage actuel, inscrit au poste qui vaut plus, n'autorise pas les travaux de la sécurisation de la route nationale 2. Alors nous sommes à cheval sur des compétences qui relèvent de la région, d'autres de la commune, et au milieu de tout ça, il y a le code de l'urbanisme qui est vraiment très simple à comprendre. Donc c'est une procédure assez complexe. La région Réunion est l'autorité qui est donc responsable de la procédure et qui prononce l'intérêt général du projet. Mais elle n'est pas compétente pour approuver le dossier en portant mise en compatibilité du poste Valenplus. Il y a donc plusieurs étapes réglementaires. Celles-ci ont été accomplies. Par exemple, le dossier a été soumis à une évaluation environnementale et à l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le CDNPS, avant de faire l'objet d'une enquête publique, qui vous est rappelée dans la note de synthèse. Suite à l'avis favorable du commissaire enquêteur, puisqu'il y a eu une enquête publique qui a été menée, la région Réunion a transmis le dossier au conseil municipal qui dispose d'un délai de 2 mois à partir du 10 mars 2017 pour approuver la mise en compatibilité du poste Valenplus. Donc il est demandé au conseil municipal aujourd'hui, qui reste compétent en matière de pluie, d'approuver la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du poste Valenplus. Voilà. Bien. Mes collègues, avez-vous des questions? Monsieur Guézot. Merci, monsieur le député, de me donner la parole. Henri-Claude l'a rappelé, la complexité de ce dossier. C'est vrai que lorsqu'on entend parler de la rampe des Basse-Vallées, il y a souvent, on croit que c'est à Basse-Vallée, mais c'est bien à Saint-Joseph. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un éboulis, on entend sur une radio locale, effectivement, que les élus ne prennent pas leurs responsabilités. Et on a été retardé, effectivement, dans les travaux, parce que la région a validé une enveloppe de plus de 2 millions d'euros pour, effectivement, sécuriser cette route. Et il fallait passer par cette délibération qui nous est proposée ce soir. Donc on va, bien entendu, la voter, puisqu'il s'agit, bien entendu, de sécuriser cette route et de faire en sorte que celles et ceux qui l'empruntent dans des conditions de sécurité, entre guillemets, sans dire optimales, mais dans de bonnes conditions. Bien, merci. Oui, mes collègues, moi, j'avais promis à notre collègue Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, de faire diligence quand le dossier arriverait vers chez nous. Sur ce point, moi, je lui ai donné de manière publique déjà ma position. Je trouve qu'il faudra qu'un de ces jours, et peut-être l'intercommunalité peut y aider, qu'on cherche plutôt une voie d'altitude entre Matuta et la crête de la falaise. Mais là, on est dans l'urgence. Une voie existe. Bon, moi, par essence, j'allais dire que si sur la route du littoral, on a compris qu'il ne faut pas être en pied de falaise, donc je ne vois pas pourquoi ici, on n'agirait pas de même. La réflexion, oui, mais je suis bien évidemment pas pour une route sur la mer à cet endroit, parce que ça coûterait plus que le budget réuni
la commune de Saint-Philippe et de celle de Saint-Joseph. Mais une voie à mi-hauteur est certainement à trouver plus tard, qui peut être un itinéraire touristique, d'autant qu'il y a une antériorité, puisqu'on sait tous qu'il y avait une voie sur le chemin à Mois de la Croix, donc au niveau de Matouta. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on ait un axe qui vienne déranger la tranquillité de tous les Matoutatiens ou Matoutiens, comme l'autre des habitants de Matouta, hein, parce que c'est un quartier paisible qu'on souhaiterait donc faire préserver dans sa qualité de vie actuelle. Mais voilà. Mais bon, sur le sujet de ce soir, on n'est pas donc dans des tracés futuristes ou futurs. On est sur le présent et donc nous devons faire ça, bien sûr, en solidarité par rapport à la population de Saint-Philippe. Et puis bon, rappeler aussi que on utilise aussi, moi je passe régulièrement quand il s'agit de monter sur Saint-Denis, parce que même si on a aujourd'hui la route des Tamarins, on est pris dans tous les goulots d'étranglement qu'il y a en amont et en aval quand on monte vers la capitale, comme certains disent. Voilà, donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de voter bien sûr favorablement et s'il le fallait dans une belle unanimité. Merci de votre présence, bonsoir. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Mes collègues, nous allons donc, Monsieur Guezlo, comme vous posiez une question qui nous a pris à brûle-pourpoint tout à l'heure, je vous donne quelques éléments de réponse. Je ne vous assure pas que ce soit la quintessence de la réalité toute faite, mais en tout cas, il y a des éléments qui peuvent nous dire, c'était sur le coup du Moulin Rouge, il me semble, hein, mais prenez ça entre guillemets, que c'était à hauteur de 660 000 €, d'accord, quand l'acquisition avait été faite, avec donc l'estimation de la salle qui était dans un état où il fallait éventuellement retaper, mais qui était encore utilisable. Ça nous a servi de dépôt d'ailleurs pendant un bout de temps. Et donc c'était en 2006. En 2006, hein, c'est ce qui explique que puisse avoir quelques réminiscences en la matière. Donc c'est ça, et je crois que la surface doit être sur plus de 1500 mètres carrés à peu près. Donc on cherchera tous ces éléments-là pour vous donner. Et puis donc il y avait pas moins d'équivalent de 3 bâtiments dessus, mais il y a 2 aujourd'hui qu'il faut raboter pour à la fois aménager le H routier, comme j'ai dit, les places de parking et puis bien sûr la nouvelle salle de restauration, non pas de restauration, des réceptions en système insonorisé, d'accord, hein, donc bon voilà. Donc on était là-dessus. Les estimations du domaine à l'époque donc étaient, je crois, dans ces clous-là, et donc ça nous avait permis de faire les choses assez vite. Mais il voulait rappeler aussi que l'une des vocations souhaitées de départ, c'était d'en faire une résidence de personnes âgées pour les gens du coin. Mais quand il y a eu ensuite, après le projet de la CEMAC en bas de la mission Canal Payette, donc on a accepté que ça remplace, et on s'est dit que ça fera de toute façon une réserve foncière. Et donc on n'a pas voulu remettre en cause le projet, bien qu'on ait fait étudier 2 résidences de personnes âgées à cet endroit était trop pour la population qui est sur le lieu. Hein. Voilà. Et m'y répète, à terre là, c'est la croisée, c'est pas Butor. Butor est plus loin, et même s'il nous ferait un rond-point demain avec le ring, par le biais du ring, au lieu d'y la croiser, mais il pense que si c'est pas nous qui marquons dans le marbre ces éléments-là, n'est-ce pas, Monsieur le Président d'honneur de la Société d'Histoire, les générations qui viennent derrière nous oublieront très vite les noms des quartiers. Voilà. Bien. L'affaire numéro 9, bilan des acquisitions et des cessions foncières 2016. C'est Henri-Claude Morel qui s'y colle? Bonne chance. Merci, Monsieur le député maire. Bien, comme chaque année, la commune doit se prononcer sur le bilan des acquisitions et des cessions foncières. Ce bilan est annexé au compte administratif. Ce qu'il faut retenir, en 2016, un total d'acquisitions foncières de 9 184 mètres carrés pour un montant de 492 812 €, comprenant les acquisitions amiables, les préemptions et les conventions foncières. Et pour ce qui est des cessions, à hauteur de 9 341,79 mètres carrés pour un montant total de 1 293 907 €, regroupant les ventes amiables,
les ventes de LTS communaux. Les tableaux détaillés de ces transactions sont annexés à la note de synthèse. Et ce soir, vous êtes donc appelés à délibérer sur ce bilan. Je vous remercie. Bien, vous avez les tableaux. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, on met au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 10, c'est toujours M. Morel, sur la mise en place d'une station permanente Global Navigation Satellite System Saint-Joseph dans le cadre du déploiement du réseau Teria. Et bon, la seule interrogation que vous avez, c'est comment il peut écrire hexagone comme ça, mais bon, c'est les géomètres, hein, c'est ça, qui ont voulu. Donc, ils sont déjà peut-être pas dans la stratosphère, mais en tout cas sur le plan de l'autographe un petit peu. Donc, M. Morel. Alors, le réseau Teria est un réseau de stations permanentes GNSS initié par l'Ordre des géomètres experts en métropole depuis 10 ans, qui permet aux professionnels de réaliser des mesures de terrain précis en temps réel grâce à l'utilisation d'un GPS. Dans le cadre du déploiement de la société charge l'installation d'une antenne réceptrice à Saint-Joseph. Après reconnaissance, il s'avère que le toit du bâtiment du pôle administratif communal, situé à l'arrière, au droit de la rue Mère Teresa, est particulièrement approprié pour accueillir cette antenne. Le site est accessible et dispose d'un horizon dégagé. Aussi, il est proposé au Conseil d'approuver un contrat de mise à disposition à titre gratuit d'un emplacement sur ce local communal pour une durée de 6 ans, renouvelable de façon expresse. En contrepartie, bien sûr, la commune bénéficiera d'un abonnement gratuit à ce réseau pour son propre usage. C'est-à-dire pour nos relevés topo, tout ça, on a l'abonnement gratuit avec cet organisme. Question? Bon, apparemment, c'est dans la présentation du rapport. Bien, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 11, je vais demander à Harry Mussard d'en faire la présentation. C'est réaménagement de prêt avec la Caisse des dépôts et consignations sur une opération de la Sodégis, donc opération Coco Huette, hein, du nom du grand-père de Olivier Huette, Thierry Huette, Fred, Guy José, etc. Hein, donc qui était un monsieur bien connu de Parc à Moutons. Donc, qui porte sur 34 LLTS. Donc, ça qui passe à côté, comme nous, il voit que les entreprises ont par 2 fois déjà abandonné parce qu'ils ont bien déposé le bilan. Il s'agit donc de renégocier l'enveloppe d'emprunt et surtout la garantie communale pour un emprunt de la Sodégis auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et M. Mussard va nous mettre au fait de ces éléments-là, de cette situation. Harry. Merci, Monsieur le député-maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, dans l'affaire numéro 11, dans le cadre de l'opération logements sociaux, en temps normal, l'opération de logement social est livrée avant la fin de la durée du préfinancement. Le bailleur perçoit donc des loyers avant de payer la première échéance de prêt. L'opération Coco Huette a subi des retards de chantier. Le début de préfinancement a débuté le 20 janvier 2014, à peu près au même moment que le démarrage des travaux. La durée de préfinancement était de 24 mois et a pris fin le 20 janvier 2016. L'opération n'a pas encore été livrée alors que la durée de préfinancement est terminée et que la première échéance de prêt est due depuis le 20 janvier 2017. Pour ces raisons, afin de ne pas aggraver la situation financière de l'opération, le bailleur a demandé à la Caisse de dépôt et de consignation un réaménagement du différé d'amortissement, c'est-à-dire un décalage d'1 an du début de remboursement des échéances qui sera décalé à partir du 20 janvier 2018 afin d'éviter de commencer à rembourser les échéances du prêt alors que l'opération n'est pas encore livrée. Le réaménagement porte sur 2 lignes de prêt dont le montant total de garantie s'élève à 1 673 213,75 € selon les conditions fixées dans le contrat établi par la Caisse de dépôt et de consignation.
que c'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur les travaux, M. Mussard, au niveau de la Sodégis? Attends. Bien, oui. D'accord. Alors, sur les travaux, il y a eu une entreprise qui a fait faillite, c'est l'entreprise électricité qui vient de poser son bilan. On a déjà repassé un appel d'offres pour reprendre une autre entreprise, sauf que là, il y a une autre entreprise qui a fait encore faillite, c'est pour les portes. C'est la 8e entreprise depuis le début de l'opération qui fait faillite sur cette opération. Voilà. Bon, à l'avenir, il faudra faire bénir les terrains. Alors, au départ, c'était l'entreprise de la crèche, l'entreprise Didier Robert, qu'il avait fait donc déposer le bilan sur les 2 opérations. Et après, même si on a confié à d'autres, voilà. OK. Bien, touchons du bois. OK, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Vous êtes d'accord? Les explications ont été données. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 12. C'est Henri-Claude Huette qui va s'y coller. Convention de gestion de l'aménagement de la ZAC des Grecs 2, opération Les Terrasses, terre d'activité du Sud Sauvage, entre la commune de Saint-Joseph et la CA Sud. Oui, donc il s'agit d'une convention à mettre en place, une convention de gestion, donc cette affaire 12, d'aménagement de la ZAC des Grecs 2, les terrasses entre la commune de Saint-Joseph et la CA Sud. Je rappelle, chers collègues, qu'en application de la loi NOTRe, le bloc de compétences de développement économique, et en particulier la création et la gestion des zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales, a été transféré à la CA Sud depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, le Conseil communautaire, par délibération du 2 décembre 2016, a acté le recensement et le transfert à la CA Sud de la zone d'activité des Grecs 1, donc c'est celle qui se trouve en bas de la contournante, on va dire, de la zone d'activité des Grecs 2, les terrasses, terre d'accueil du Sud Sauvage, qui est en train d'être aménagée. Il convient de noter que le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une communauté d'agglomération peut confier par convention à une commune membre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Ça tombe bien, parce qu'on imagine mal comment, nous les élus de Saint-Joseph par exemple, on irait dire au maire du Tampon comment aménager cette zone d'activité de Trois-Mâts ou de l'Achatoire. Ce serait difficile, hein? Oui. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, ah oui, ça aussi, je conçois que... C'est pour ça qu'on a trouvé ce moyen. C'est donc dans ce cadre que la CA Sud souhaite conclure avec la commune de Saint-Joseph une convention de gestion de l'aménagement de la zone d'activité économique des Grecs 2, les terrasses. Cette convention a été approuvée par le Conseil communautaire le 24 février dernier et elle prévoit notamment la mise en place d'une commission technique comprenant 3 membres de la CA Sud et 3 membres de la commune de Saint-Joseph. Et elle prévoit aussi la fin de la convention à l'issue de la phase de commercialisation de la ZAC. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de gestion de l'aménagement de la zone d'activité économique des Grecs 2, les terrasses. Il y a quelques mois, j'étais en Corse au titre du président du GAL Grand Sud et j'ai été en immersion dans les débats d'un GAL qui parlait justement des difficultés de l'intercommunalité. Et un des participants disait « Mais c'est que cette loi NOTRe, elle n'est pas la nôtre. » Et là, en la circonstance, on voit bien que, en tout cas, elle va un peu vite, pour nous, viteux. Et Henri-Claude a bien résumé que pour ne pas prendre, parce que cette loi va vite, pour ne pas prendre du retard, qui serait la conséquence de cette précipitation législative, réglementaire dans son application, il convient donc de faire cet acte de gestion, cette convention de gestion et d'aménagement pour que nous en gardions véritablement la maîtrise, la main, et surtout ça vaut sur le plan non pas
politique ou même décisionnel, mais ça vaut sur le plan tout simplement du rythme du chantier, etc. Donc c'est pour ça que ça s'est fait. Bon, tu as fait la remarque concernant le tampon. Le tampon était aussi dans la même démarche sur la ZAC de 3 mars, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc on verra ce qu'ils feront eux après. Mais c'est tout à fait logique, puisque après, plus tard, ça reviendra en effet quelque chose qui entrera dans l'assiette donc de l'Interco. Hein. Donc, voilà. Des questions? Non? Bien, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 13, c'est M. Mohamed Jaffar, donc il va nous en faire la présentation. Donc il s'agit d'une convention de concession de places de stationnement avec la salle Le Gagnant, représentée par M. Franck Calmette. Si je ne m'abuse, c'est le propriétaire du Spot à Butor, et donc il reprend le bâtiment de Ionus. Voilà, Momo. Oui, effectivement, donc, monsieur le député maire, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit, la société Le Gagnant, donc, qui reprend, n'est plus ni moins donc le bâtiment qui est juste derrière, hein, rue de l'Église et anciennement Younous Boutique, donc afin de réaliser 2 logements en R+1, mais aussi 2 commerces en rez-de-chaussée. Il a déposé donc son permis de construire en janvier 2017, mais là-dessus il y a une problématique, c'est qu'il faut donc la création et la réalisation donc de 2 espaces pour pouvoir donc stationner. Et comme le terrain est construit, bâti sur la quasi-totalité de la parcelle, donc eh bien cette société se retrouve dans l'impossibilité de satisfaire à cette demande. Sauf que eh bien, le Code de l'urbanisme dispose que lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant. Et donc pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement. Bon, les parcs privés de stationnement, il n'y en a pas beaucoup sur Saint-Joseph pour l'instant, donc il reste l'espace public. Et donc à cet effet, M. Calmette nous a sollicité pour la mise à disposition de 2 places de stationnement nominatives sur le domaine public. Il faut préciser que lorsque la municipalité met à disposition, eh bien, la durée du bail ne peut être inférieure à 15 ans, que les places de stationnement ne peuvent se situer au-delà d'un rayon de 300 mètres par rapport au logement, et puis les places doivent être attribuées de manière nominative. Donc là-dessus, il est proposé d'établir une convention de concession d'une durée de 15 ans pour ces 2 places de stationnement, donc stationnement nominatif encore une fois, sur les parkings publics situés donc sur la rue Henri Payette. Et bien sûr, cette mise à disposition fera l'objet d'une redevance annuelle selon les modalités suivantes, c'est-à-dire 500 € par an par véhicule. L'aménagement restera à la charge du pétitionnaire. L'aménagement comporte le marquage au sol, l'entretien, etc. Et donc là-dessus, chers collègues, je vous demande donc d'approuver la convention de concession de 2 places de stationnement sur le parking de la rue Henri Payette pour cette société, et bien sûr d'autoriser donc le député maire à signer la dite convention ainsi que tout document s'y rapportant. On ne pouvait pas avoir plus près? Difficilement, il reste la rue Lambert, donc partie haute. Sauf que là-dessus, on a un futur projet d'aménagement donc qui risquerait peut-être de perturber. Et après, quand on regarde effectivement donc rue Lambert, rue Maury, la loi dit 300 mètres. Donc on est dans les clous et pour l'instant on ne peut pas faire mieux. Mais si veut faire à côté de la mairie plus tard, il peut signer un ménage. Bon, il faut voir que nous avions une possibilité à côté de la mairie, mais il faut que nous fassions les aménagements. Parce que peut-être demain nous chanterons l'entrée ouest, ici, pour faire un aménagement peut-être de 15 places de parking qui se ferait là. Et dans ce cas, si on opère ainsi, donc on pourra à ce moment-là contractualiser avec ce monsieur. Moi, je suis assez favorable qu'on aille dans ces démarches-là, parce que qu'est-ce qui se passe? Nimbonpeux, jusqu'ici, faisait, je ne sais pas par quel biais, soit ils ne respectaient pas après par rapport aux aménagements, donc les places de parking prévues. Et le résultat des courses, c'est l'occupation sauvage de places.
Et je préfère qu'il y ait des places, à partir du moment où ils payent, qui soient accordées sur les emplacements. Donc, nous, en tout cas, le projet aujourd'hui est étudié avec tous les riverains de la rue Général Lambert, partie basse, rue de l'Église, pour que demain, nous ayons un aménagement sur les terrains que les à côté du Saint-Pli, peut-être d'une 50aine de places, et que si nous pouvions faire une 15aine ici en contrebas, ça nous permettrait donc d'avoir le global si on faisait une remise à double sens de cette voie-là. Mais après, il faut que nous regardions bien, parce qu'il ne faut pas non plus que nous laisse plus de 100 mètres sans stationnement. L'autre jour, les commerçants me faisaient valoir, Momo, que ça ferait loin. Et il disait juste à ce commerçant, si vous citez à moi quelques rues de Saint-Pierre qui font référence en matière de commerce, quoi, vous dites à moi? Lui disait à moi la rue de Bons Enfants avant le Mail. Ben, midi, il tombe bien. Dis à moi toutes les places de stationnement que l'on a sur la rue de Bons Enfants aujourd'hui. Donc il me dit, bon, monsieur le maire, c'est bon, vous aviez la bonne répartie. Ben non, on m'a pas fait ça pour avoir la bonne répartie, mais il veut dire quelque part, si on n'essaie pas, on n'y arrive pas. Et donc, ce à quoi lui avait convenu, donc mamie pense que nous doit partir sur ça, parce qu'on gère à partir de ce qu'on nous a laissé aussi. Hein. Et moi, si on nous a laissé 5 mètres de largeur et qu'il faut faire passer 2 véhicules en 2 sens différents et faire stationner, voilà. Hein. Ce sera compliqué. Par contre, à un certain moment, il faudra peut-être que nous, un peu plus intraitables, si on commence à bien regarder cela, sur des personnes qui arrêtent leur véhicule sur les trottoirs. En général, n'est pas prévu pour. Aujourd'hui, nous voyons sur la rue que nous a bien refait au niveau de Justinien Vitry, hein, et il trouve qu'il faisait particulièrement tâche, surtout quand on voit qu'un handicapé il passe de notre côté avec son fauteuil et que lui, il doit sortir, il doit redescendre dans le chemin pour passer. Ça s'appelle de l'incivisme, et peut-être à bon entendeur salue que là-dessus la police il pourrait peut-être mettre une petite prune. Ce ne sera pas au niveau de la mairie, en tout cas, que la prune va disparaître. Hein. Après, voilà. Si je peux me permettre, merci. S'il fallait encore apporter une précision ou un argument, l'objectif quand même du cœur de ville, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent y habiter. Donc la construction de ces 2 logements donc en R+1 fera que demain on aura encore plus de monde au centre-ville, donc densifier le centre-ville pour la dynamiser encore plus, donc on est vraiment dedans, quoi. Voilà. Mais après il faut que nous les cohérents aussi avec les permissions ou les autorisations qu'on donne aux gens, parce que bon, si la pluie tombe et que nous envoyons la personne par exemple à tel endroit, etc. Bon, on se souvient où Savannah avait fait les premières propositions, donc le bouc n'a le temps d'être bien mouillé avant d'entrer chez lui. Hein. C'est sûr. Bon, on va s'y mettre au fur et à mesure. Bon, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire 14, toujours Mohamed Jaffar. Redevance d'occupation du domaine public 2017. Il faut qu'on complète pour les installations numériques. Oui, donc c'est un complément, puisque par délibération donc numéro 18 du 1er décembre 2016, le Conseil municipal a fixé les tarifs d'occupation du domaine public communal pour l'année 2017. Donc là-dessus, il convient d'y apporter un complément pour les installations numériques. Des propositions. Donc voilà, là-dessus, tout simplement, je vous demande de nouveau de délibérer. Pas de questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, l'affaire 15, convention d'occupation précaire du domaine privé de l'État intervenant entre la DEAL et la commune de Saint-Joseph. On appelle Pascal Bigot. Oui. On est où, Pascal? Il s'agit donc du radier des Prunes. D'accord. Donc nous allons commencer donc les travaux. Il était convenu, notamment avec les services de l'État, de pouvoir démarrer les travaux donc de création d'un ouvrage sur le radier des Prunes après la saison cyclonique. Donc les études sont en train d'être finalisées par le pôle technique. Donc il s'agit donc de monsieur Nicolas Ponamalé qui s'occupe de ces études-là. Et les services de l'entreprise municipale VRD donc devraient intervenir d'ici le mois de mai-juin pour démarrer les travaux.
Donc on envisage de finir les travaux donc avant la fin de l'année, avant la prochaine période cyclonique. Dans le cadre de ces travaux, donc nous allons donc occuper temporairement donc le domaine privé de l'État. Et il s'agit donc d'une convention entre la mairie et l'ADEAL pour cette occupation temporaire du domaine privé de l'État. Question ? Monsieur Rivière. Est-ce que, comme pour la passerelle, la route sera toujours accessible pendant les travaux ou c'est prévu une fermeture ? Alors, nous sommes en train d'étudier donc la faisabilité aujourd'hui de garder, dans la mesure du possible, la circulation vers la rue Jean Albany. Néanmoins, pendant certaines phases de travaux, ça sera très délicat de garder la circulation ouverte. Mais dans la mesure du possible, on fera le nécessaire. Bien, tout le monde a compris la nécessité d'une voie de calibre de voie urbaine au niveau de la rue des Prunes, non pas parce que le maire connaît cette rue, mais parce que, notamment sur cette portion-là, entre Gentil et la contournante, à l'avenir, il va de soi que nous ne ferons pas l'économie donc d'un passage sous forme de pont et puis d'un élargissement de cette voie de la rue des Prunes partie est, tout comme, à mon sens, du traitement du carrefour rue des Prunes, rue des Oignons et rue Aimé-Turpin. Donc, ce sont là des préétudes internes qui sont faites. J'avais lu cette semaine, donc, le tampon avait un plan d'élimination de radier. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse quelques dizaines pour éliminer sur 10-15 ans tout ce qu'ils ont, mais nous avons depuis un certain nombre d'années entrepris cela. Et c'est bien, moi en tout cas j'applaudis ce que la commune du Tampon a décidé de faire, mais en tout cas chez nous il faut le poursuivre et sur rien que cet axe fluvial, j'allais dire, il y a quelques ponts qu'il faut reprendre, notamment sur la rue Aimé-Turpin, même si c'est des ponts cadres, etc. Et il faut encourager donc à poursuivre dans cette voie-là. Voilà. En même temps, avec la réalisation de la contournante, chaque rond-point, il y en a 7, non pas en point de jonction de terminus, mais à l'intérieur, il y en a 7, donc sur lesquels il faut donc ramener les barreaux de liaison. La rue du Commandant Mahé en est un, mais l'autre partie pour joindre la rue des Prunes en haut, et donc il faut prévoir aussi des aménagements, comme on a parlé tout à l'heure, pour la rue Jean Albany, donc il faut prévoir pour tout cela demain. Et dans le même ordre d'idée, il pense qu'il faut prévoir demain l'aménagement, non pas sous forme de pont cadre, encore que son prolongement nécessitera sur la ravine des Grègues. Je veux parler de la ligne Trevallée. Il faudra aussi, je sais qu'il y a des préétudes qui sont établies, mais faire une route calibre de voie urbaine, depuis la rue Marius-Herry-Leblond, partie haute, jusqu'à donc la rue Solitaire, je dirais presque de l'autre côté. Voilà. Pas de questions, hormis celle de M. Rivière. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors mes collègues, si vous en étiez d'accord, on va attaquer le dernier dossier. C'est l'affaire numéro 16, contrôle de gestion de la CA Sud, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Donc, je sais que ça a fait débat à la CA Sud. Je ne sais pas si vous voulez ce soir faire un nouveau débat ici. Moi, non. Moi, je n'y étais pas, non. Donc vous traitez. Et puis, donc, il faudra qu'on prenne acte, mais je voulais laisser à Monsieur Joël Waro donc le soin de présenter ce dossier. Ça lui fera des souvenirs. Merci. Bon, je vous fais un petit rappel rapide, mais on va aller assez vite. Je crois que vous avez peut-être eu une présentation assez exhaustive pour l'essentiel des membres de cette assemblée. Donc, depuis la loi NOTRe, en fait, il y a une obligation au niveau des rapports de gestion des CRC qui concernent donc les EPCI, communautés d'agglomération, à ce que les communes membres les présentent après le PCI dans leurs assemblées délibérantes. Donc ça, c'est une nouvelle disposition. C'est la première fois qu'on l'effectue sur la commune de Saint-Joseph.
Donc après la CASUD le 24 février, il appartient donc au conseil municipal d'en faire de même. Au niveau des principales observations de la Chambre régionale des comptes, donc on a une première remarque sur l'examen de la fiabilité des comptes, avec une réserve une remarque quant à la constitution des réserves et donc à la fiabilité des comptes. Une remarque sur une information des tiers donc, qui demeure perfectible, notamment en ce qui concerne les participations financières. Donc il y a eu quelques développements en la matière. En ce qui concerne la situation financière, donc l'analyse rétrospective a permis de mettre en évidence que jusqu'en 2014, il y avait une dégradation des niveaux d'épargne, donc une évolution négative. Tout cela du fait des montants de subventions importants du budget principal vers les budgets annexes, de l'évolution des dépenses de personnel, des surcoûts de marché, des DSP, notamment dans le cadre des renégociations et sur la collecte des déchets ménagers qui a fait l'objet de développement aussi. Et donc la hausse de la DSC à destination des communes et la baisse des dotations de l'État. Donc voilà pour ce qui a dégradé la situation financière de la CASUD. La Chambre en parallèle, dans le cadre de la prospective, a pris donc note des efforts pour redresser les mesures correctives, donc pris dès 2015. Les renégociations de contrats, tant en marché qu'en DSP, la hausse du versement transport, l'évolution de la politique tarifaire en matière de transport, la suppression de la DSC, donc dotation de solidarité communautaire. Il faut savoir que la commune a perdu 510 000 euros à Saint-Joseph dans cette affaire, et puis toutes les communes de manière globale. Donc en termes de marge de manœuvre, la Chambre a noté aussi donc les perspectives d'économie et de mutualisation de moyens dans le cadre d'une fusion au niveau donc des deux Intacos sur le bassin sud. Donc la Chambre recommandait justement que le mouvement soit hâté en la matière. Et enfin, donc elle fait état de risques externes sur la nécessité de surveiller donc les participations de la CASUD à deux organismes, donc le syndicat mixte de Pierrefonds et ILEVA, donc le syndicat mixte de transformation des déchets en fait, donc sur lesquels il y a des programmes d'investissement qui sont lourds et sur lesquels l'Interco devra être vigilant quant à ses engagements. Donc voilà pour les principales observations qui, je pense, vous avez déjà été présentées. Donc je vous laisse en débattre s'il y a lieu. Enfin, en tout cas, monsieur le député maire. Qui se dévoue? Non? Bon, c'est un débat qui a eu lieu, comme vous l'avez dit, entre un certain nombre de personnes qui sont ici et ont été présentes donc là-haut au niveau de la CASUD. Donc nous n'avons pas, s'il n'y a pas de souhait particulier, donc prolongé. On sait ce qui a été dit, les remarques faites, etc. Quelquefois, ce qu'on peut déplorer, c'est que ce travail sérieux fait par l'institution juridique et la Chambre peut donner à des exploitations, peut donner lieu à des exploitations plus ou moins bien intentionnées ou mal intentionnées de la part de certaines personnes, puisqu'on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut et quelquefois on peut même commenter les commentaires ou les remarques qui sont faites. Bon, je suis à la CASUD, notre discours a été le même. Il s'agissait de sauver en tout cas l'outil. Après, les interprétations et les commentaires des uns et des autres donc feront long feu. Et ce qu'on a fait prévaloir donc au niveau de la communauté d'agglomération, c'est la même remarque que nous peut faire prévaloir aujourd'hui ici. Et voilà, ce qu'on a souhaité, c'est qu'en tout cas, dans le travail dont l'intercommunalité du Grand Sud a besoin, et notamment la nôtre, il est important de veiller à ce qu'une juste répartition des travaux, des moyens, des recettes, etc. soit attribuée. Plus que juste pour les petites communes que sont Saint-Philippe et l'Entre-deux, puisque si il n'y a pas de solidarité qui s'exprime, à ce moment-là, on peut se poser la question quel est l'intérêt de l'intercommunalité. C'est pour ça que je plaide toujours pour qu'on ait véritablement la grande demain, parce qu'on aura plus de moyens et on pourra faire des économies d'échelle. Pour autant, il faut se préparer pour ne pas faire n'importe quoi et veiller à ce qu'on ait une unité, une identité, parce que ça, c'est pas inventé, sudiste, et qu'en même temps, on ait aussi des moyens proportionnés donc pour des bassins de vie et pour des communes moyennes qui valent pôle d'équilibre par rapport au barycentre qu'est Saint-Pierre, mais aussi d'autres communes plus petites que les moyennes qui demandent tout simplement aussi à pouvoir s'épanouir, s'exprimer
et donc réaliser des activités. Voilà. Moi, c'était la part que je voulais donner là-dessus, sans en rajouter véritablement. Et je vous propose, si vous en étiez d'accord, que nous prenions acte de ce rapport d'observation définitive que la CAC a donné, et bien sûr du débat qui a été particulièrement riche et nourri ce soir. C'est bon ? Bien, on prend acte, il n'y a pas de formalisme particulier. Non ? J'ai des choses à prévenir, à donner ? Non. Bien, je n'ai même pas ce soir à vous faire profiter donc de décisions que j'ai prises entre-temps, puisqu'on n'a pas eu véritablement. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À très bientôt. Merci. Et puis, pour ceux qui sont chrétiens pratiquants et croyants, bonne semaine sainte et bonne fête de Pâques. C'est la semaine prochaine.